Ces couples qui s'aiment, ces hommes qui se touchent, ces femmes qui s'enlacent, ont longtemps été invisibles. Longtemps, en France, on ne voyait les homosexuels ni dans nos rues, ni sur nos écrans, ni dans l'art. Longtemps, ces images, vous ne pouviez tout simplement pas les voir. Quand tu grandis et que tu te dis, mais en fait, personne parle de ce que je suis, comment je suis représenté aujourd'hui, eh ben, tu te dis qu'il faut absolument le faire. L'absence de représentation est une chose terrible parce que ça fait aussi qu'on assimilait, sans même qu'on nous l'apprenne et qu'on nous lise, que c'était pas bien puisqu'on était caché. Les homosexuels ont été contraints de se cacher, car ils étaient poursuivis. Parfois traqués par les autorités, mis au banc de la société ou stigmatisés. Mais alors là, je vais vous poser une question. Entre hommes, il y a quelque chose quand même qui me gêne, si vous voulez, dans cette mode unisexe. Il fallait donc des artistes pour oser mettre les homosexuels en scène. Dans des livres, des chansons, des films. J'attends une visite ce soir. Avec bon ami? Non, un camarade. En trouvant des parades, en utilisant la métaphore ou la dissimulation, en ayant l'air de ne pas en parler. C'est un jardin extraordinaire. C'est le jardin des Tuileries où ça drague à mort entre mecs. Alors ça, bon, faut le savoir, quoi. Les artistes ont mis en scène le corps, synonyme de désir pour peu à peu faire évoluer les mentalités. C'était une des premières photos où on montrait un sexe frontalement. Dans les fleurs, on s'est dit et si tu faisais pipi? Garçons et filles ont conquis leur espace de liberté. Ils ont pris la parole, ont eu le courage de faire leur coming out. En jeunesse, c'était affreux. On n'existait pas, on était niais, on était vraiment condamnés à ramper, enfin à raser les murs. Et ont témoigné de la tragédie du sida. À la force des choses, je me rapprochais beaucoup de la mort. Et bon, c'est aussi une expérience. J'ai perdu les 3/4 de mon carnet d'adresses. Au fil du temps, d'œuvres d'art en conquête de nouveaux droits, une visibilité nouvelle a vu le jour. Je crois que la première fois que j'ai vu deux femmes s'embrasser, c'était genre dans un épisode de Plus belle la vie qui tournait en fond chez moi. Ça avait provoqué des réactions un petit peu. Ouais, je suis pas dingue, il y a deux femmes qui s'embrassent et donc ça veut dire que voilà, je suis pas seule dans ce monde à éventuellement avoir envie d'embrasser une femme. À son tour, la jeune génération d'artistes prolonge une histoire toujours en train de s'écrire. Ce n'est pas grave si tu stresses quant à la manière dont tu vas dire à ta mif que tu t'intéresses à des derrières. Aujourd'hui, on a quand même des modèles d'homosexuels qui vivent une vie pleine, riche, sans se poser la question de la sexualité. On vit. À l'époque, il fallait survivre. Nous allons vous raconter comment les artistes ont déjoué les interdits et les mentalités pour que les homosexuels passent enfin de la clandestinité à la fierté. Pour comprendre cette histoire, il faut se projeter au début du XXe siècle, quand l'homosexualité en France était considérée comme une maladie mentale, quand les homosexuels étaient traqués. La police de Paris, il y a une police des mœurs, la mondaine, on disait, qui fait des photos. Ils font quand même des descentes dans les boîtes, dans les bals, et ils prennent des photos d'identité, pour l'identité. Donc il y a une mine qui est très peu exploitée à la préfecture de police de Paris, sans doute d'hommes et de femmes qui ont été photographiés lors de rafles menées par la police parisienne. Depuis déjà un siècle, les chefs de la police parisienne surveillent étroitement les homosexuels, à l'époque appelés pédérastes. Ils sont fichés, répertoriés dans des registres avec nom, adresse, profession, motif d'inculpation et photo. Des inspecteurs en civil écument alors les lieux de rencontres homosexuelles, comme les cafés, les bals ou les bains publics. De nombreux jeunes gens aux allures efféminées, paraissant être des pédérastes, passent de longues heures dans ces bains. La police peut compter sur une partie de la population
prompte à la délation. Je vous serais reconnaissant d'arrêter ces hommes aux mœurs les plus odieuses. C'est ignoble, infâme de voir ces monstres d'hommes se livrer à cette passion. Voici le rapport d'un commissaire à son supérieur. J'ai invité le propriétaire à interdire dorénavant l'entrée des bains qu'il exploite à tout individu de mœurs douteuses, afin de procéder sans délai à l'épuration de sa clientèle. L'ambiance du début du siècle vis-à-vis de l'homosexualité, c'est toujours considéré comme voilà, une sexualité anormale, monstrueuse. C'est beaucoup dans ces termes-là que c'est utilisé. En fait, on parle d'inverti. Les homosexuels sont contraints de se cacher. Des artistes se donnent alors rendez-vous au cœur de la capitale, dans un lieu privé, bien à l'abri des regards. Dans un temple dit de l'amitié, et créé par une poétesse américaine lesbienne, Nathalie Clifford Barney. Derrière ces portes, un salon littéraire, comme un refuge pour les artistes homosexuels. Ce salon où on s'échange des livres, on s'échange des informations, est devenu un véritable lieu d'émancipation, à la fois sexuelle et culturelle et intellectuelle. Les personnes qui venaient étaient libres, se sentaient libres d'être eux-mêmes. C'est fondamental parce que, je veux dire, le poids du social, des conventions sociales est quand même était énorme. À l'époque, celle qui se risque à dépeindre l'un des tout premiers personnages homosexuels dans un roman, c'est Colette. En 1900, inspirée par ses souvenirs de jeunesse, elle publie Claudine à l'école et raconte les amours saphiques d'une jeune fille de 15 ans dans un pensionnat de province. Pendant les récréations, comme le froid humide de ce vilain automne ne m'engage guère à jouer, je cause avec mademoiselle Aimée. Notre intimité progresse très vite. Nature de chatte caressante, délicate et frileuse, incroyablement câline, j'aime à regarder sa frimousse rose de blondinette, ses yeux dorés aux cils retroussés. C'est un texte incroyablement moderne pour l'époque, puisqu'en fait, toutes les histoires sentimentales sont des chassés-croisés entre femmes. Dès le départ, là en fait je viens de lire la 11e page du livre, et voilà, on voit déjà que Claudine a un coup de cœur pour l'assistante de la directrice. Elles vont très vite s'embrasser, se câliner, elles s'embrassent violemment, elles s'embrassent à pleine bouche. Chez Colette, c'est la jouissance de vivre. Donc elle jouit de tout. Elle jouit du jardin, elle jouit des fruits, elle jouit des corps féminins. Et dans ce sens-là, c'est un hymne à la vie, son œuvre. Elle m'embrasse et je ronronne. Et tout d'un coup, je la serre si brusquement dans mes deux bras qu'elle en crie un peu. « Claudine, il faut travailler. Et que la grammaire anglaise soit au diable. J'aime bien mieux me reposer la tête sur sa poitrine. » Elle me caresse les cheveux et le cou, et j'entends sous mon oreille son cœur qui s'essouffle. Colette a contribué à lever un certain tabou. Elle va clairement énoncer en fait le désir et les gestes qu'il peut y avoir entre deux femmes. Dans la description des relations sensuelles et sexuelles, elle est extrêmement claire. Les amours de Claudine, c'est l'adolescence, et après elle va se marier, elle va avoir des enfants. Donc elle rentre dans le modèle, dans la norme, dans le moule. Donc pour lever le tabou sur l'homosexualité, il faut casser le moule, il faut dire autre chose. Au-delà des mots, une femme va aller jusqu'à mettre en image sa sexualité. Proche de Colette, la peintre Tamara de Lempicka fait figure de pionnière dans la représentation homo-érotique. D'origine polonaise, l'artiste débarque à Paris en 1919 et y installe son atelier.
Tamara de Lempicka, du fait qu'elle arrive dans un pays où elle ne connaît personne, où elle n'a pas de professeurs qui vont lui dire il faut faire comme ci et comme ça, où il n'y a pas cette espèce de poids de la tradition qui va peser sur elle, elle va donc se libérer complètement. Et elle va peindre un tableau qui est vraiment un tournant, un grand tournant émancipateur. À Paris, le musée du Luxembourg accueille en 2022 une exposition consacrée aux artistes femmes méconnues des années folles. Quelques minutes avant son accrochage, voici l'un des tableaux les plus sulfureux de Tamara de Lempicka. Les deux amis, peint en 1923, est rarement exposé dans la capitale. Le sujet des deux amis, c'est un titre assez connu finalement, à partir de la fin du 19e siècle, qui représente l'idée d'homosexualité féminine, qui a été traitée aussi bien par Gustave Courbet que Toulouse-Lautrec ou Albert Marquet. Mais sous le pinceau de Tamara de Lempicka, ça prend un sens très particulier, puisque tout le monde sait que Tamara de Lempicka est une homosexuelle. Elle représente là donc sa vie, autant qu'un sujet connu de l'histoire de l'art. Et en plus, elle le fait de manière très radicale. On voit dans ce tableau que les deux femmes, non seulement sont l'une à côté de l'autre, mais se touchent. Il y a une main posée sur la cuisse. Et, sujet très important et assez extraordinaire, elle représente les poils du pubis de l'une des femmes, ce qui est assez mal vu ou assez, oui, très radical en fait, dans les années 1920. Il est évident que ces femmes viennent de faire l'amour. Et donc il y a une espèce de jouissance, de bien-être, de bonheur qui sort de ce tableau. Et ça s'exprime d'autant plus que le tableau est très grand. On est devant ce couple, on est face à une réalité et on ne peut pas faire autrement que de la voir et que de l'accepter. On n'est plus dans on va dire, dans le caractère un peu doucereux qu'on pouvait voir avec Le Sommeil de Courbet. Là, au contraire, on est dans une figure d'émancipation et à la fois on sent le désir entre les deux femmes et à la fois on sent le courage dans le regard. Dans la lignée des deux amis, Tamara de Lempicka poursuit une œuvre qui explore ce regard désirant d'une femme pour le corps d'une autre femme. En 1935, elle réalise le portrait de l'une de ses amantes, la chanteuse Suzy Solidor, icône lesbienne et grande prêtresse de la scène parisienne. Ouvre la fenêtre à tes seins, ouvre ton corsage de soie, ouvre ta robe sur tes reins, ouvre qu'on voit. C'est une époque où vont fleurir les cabarets, voilà, et les cabarets notamment interlopes, et où elle se permettait, ces chanteuses, de finalement exprimer des désirs qui avaient jusqu'alors été tus, en reprenant des paroles écrites par des hommes qu'elle transformait et qu'elle s'appropriait. Le monocle, c'est vraiment très important puisque c'est à la fois un des premiers cabarets où les femmes ont pu danser, avaient l'autorisation de danser entre elles, et à la fois un des premiers cabarets où il y avait exclusivement un orchestre féminin. Donc en fait c'est deux premières. Et c'est pour ça que ça a été, c'est une figure en fait de la nuit lesbienne. Ces nuits parisiennes, un jeune photographe les immortalise au début des années 30. Dans ces clichés, Brassailles saisit l'exaltation des corps et la sensualité de ces couples qui font la fête dans les cabarets, les music-halls et les bals travestis. Ce qu'on voit sur les photos de Brassailles, c'est effectivement une certaine joie des gens qui acceptent d'être photographiés, ce qui est quand même assez courageux pour l'époque,
soit parce qu'ils sont habillés en travesti, soit parce que les femmes portent des smokings, des costumes d'hommes, etc. Oui, une sorte d'allégresse, mais enfin encore une fois qui tient à ce qu'on appelait les années folles, les bien nommés, quoi. Où effectivement, bon, il y a cette, cette clandestinité ostentatoire. La clandestinité sera au cœur de la vie amoureuse de deux hommes, deux artistes, dont la collaboration artistique marquera le milieu du siècle. Jean Cocteau et Jean Marais formèrent dans la discrétion l'un des premiers couples homosexuels connus des Français. En 1947, ils s'installent à Milly-la-Forêt, un village cossu de la région parisienne. À Milly-la-Forêt, dans la maison de Jean Cocteau. Oui, c'est une gentilhommière, quoi, voilà. C'est jolie petite baraque, c'est sympathique. Ils ne l'ont pas trop muséifié, donc ça c'est bien. Donc on a l'impression qu'ils viennent partir, enfin qu'ils viennent sortir, qu'ils viennent mourir en l'occurrence. Donc c'est assez marrant d'imaginer que dans cette petite maison, à la campagne, bah quand même ça devait y aller, quoi. Donc l'imaginaire se déclenche et on se dit, ah ouais, peut-être que là, sur ce fauteuil, sur ce canapé, par terre, dans la grange, voilà. Donc on se met à gamberger. Voilà, c'est une occasion de fantasmer, quoi, tout simplement. Jean Cocteau est un artiste reconnu, âgé de 48 ans lorsqu'il rencontre le jeune Jean Marais en 1937. Les choses ne sont pas dites clairement, mais on le sait quand même que la présence de Marais aux côtés de Cocteau, c'est un couple homosexuel. Marais, muse de Cocteau, Cocteau protecteur de Marais, accompagnant sa carrière, faisant grandir sa carrière, leur présence à toutes les avant-premières ensemble. Oui, bien sûr. Moi, la génération de ma mère et de ma grand-mère, elles sont folles de Jean Marais. Elles ne soupçonnent pas une seconde qu'il est pédé. Pas une seconde. Pour eux, c'était une figure de grande virilité. Alors après, quand on leur disait, oui, mais enfin, tu sais, Jean Marais, il n'est pas trop pour toi. Oh, quel gâchis, disait ma mère. Bah non, pas pour tout le monde. Et Cocteau a quand même été, dans l'ordre de la représentation, important, parce que il se montrait et ça nous aidait aussi. Enfin, je n'étais pas né, mais j'imagine que ça aidait les gays nous aidaient. Sous la fameuse coupole, la vieille dame du quai Conti a accueilli l'enfant terrible des lettres. L'enfant terrible des lettres, c'est Jean Cocteau, qui s'affiche avec Jean Marais le jour de son élection à l'Académie française. Jean Cocteau a toujours mis le désir masculin en scène, et ce, dès les années 20. Cocteau lui-même avait pris certains risques. Enfin, il avait publié de manière anonyme un livre qui s'appelle Le Livre Blanc, avec des illustrations où il raconte ses amours à lui, ses amours gays, avec de très beaux dessins et un très beau texte, où il raconte comment lui, il était très ému par un fermier à cheval dans la campagne qui chevauchait torse nu, et pour lui, ça a été sa découverte. Jean Cocteau. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce nom ne peut pas laisser indifférent. Jean Cocteau, vous le connaissez aussi et surtout comme auteur de films. Du sang d'un poète au testament d'Orphée en passant par Les Parents terribles. Le sang d'un poète est un film très personnel de la part de Cocteau. C'est un film très homo-érotique, on dirait aujourd'hui, et très queer d'une certaine façon, parce que il y a un personnage de transsexuel quand même, et d'hermaphrodite, comme on le disait à l'époque. Oui, c'est un film de poète, c'est un film d'artiste, qui va pas rencontrer un très grand public, mais qui fait preuve d'une liberté de ton, de représentation, et notamment du corps masculin, d'un corps très érotisé, et de fantasmes de Cocteau, enfin en tout cas de ses fantaisies sexuelles, qui est très forte, oui. Cet érotisme transparaît dans ses films suivants, notamment dans Orphée, avec Jean Marais. On sent bien que la caméra lui tourne autour, le regard, l'éclairage est valorisant, la caméra fait l'amour à Jean Marais, ça c'est évident. Et plus étonnant, on peut lire une référence à l'homosexualité dans son chef-d'œuvre, La Belle et la Bête, sorti en 1946. Qu'est-ce que c'est La Belle et la Bête? C'est l'amour d'un monstre, donc de quelqu'un de différent. Donc c'est d'une certaine manière une allégorie de l'homosexualité potentielle. Jusqu'à la dernière demeure de Jean Cocteau,
la chapelle de Milly-la-Forêt qu'il a lui-même décorée, les corps masculins accompagnent le poète. La chapelle de Milly où il est enterré, Jean Cocteau, effectivement, il y a des fresques, quoi. Et c'est, il mélange, mythologie grecque et puis homosexualité. Enfin, c'est des fiers gaillards, hein, c'est pas des petites fleurs timides. Les mythes et les contes recèlent parfois des sens cachés, qui inspirent et fascinent des artistes bien des années plus tard. Toute la difficulté de ce personnage, c'est de créer l'ambiguïté. C'est-à-dire de créer un personnage qui soit vraiment indéfini, qui soit ni homme, ni femme. C'est une sirène, point. Benjamin Lacombe revisite un conte parmi les plus populaires au monde, La Petite Sirène. L'histoire d'une jeune sirène qui tombe amoureuse d'un prince, mais qui doit sacrifier sa voix pour acquérir des jambes et tenter de le conquérir. Un conte écrit au XIXe siècle par un Danois, Hans Christian Andersen. La Petite Sirène, c'est un conte qui m'a ému très tôt, sans que je sache pourquoi, en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'attirait vers ce conte, y compris même la version de Disney. C'était un film que j'aimais beaucoup. Et je sentais effectivement quelque chose presque à vivre. C'est une histoire où l'idée de la douleur, de l'amour absolu est très très forte. Et en m'intéressant en fait un petit peu, en creusant, j'ai découvert que c'était une œuvre extrêmement autobiographique. Puisqu'effectivement Andersen, c'est un homme qui vraisemblablement aimait les hommes, dans une société où, une fois de plus, ça n'était pas permis. La Petite Sirène, c'est la métaphore de son impossibilité amoureuse. Andersen tombe amoureux d'un certain Édouard Collin, le fils de son bienfaiteur, à qui il décide de se déclarer. C'est un amour à sens unique, puisque lui, Édouard, n'est pas du tout épris d'Andersen. Donc il y a plusieurs lettres qui sont vraiment sans équivoque. Il lui avoue son amour, il lui dit combien il aurait aimé être une femme pour pouvoir être aimé de lui. Comble de malheur, Édouard Collin se marie à l'été 1836. 10 jours plus tard, Andersen écrit La Petite Sirène. C'est quand même l'histoire d'un personnage qui doit couper sa queue et perdre sa voix pour devenir une femme et pouvoir être aimée de l'homme qu'elle aime. C'est très très fort en fait. Cette métaphore, elle est très claire quand on la dit comme ça. Et quand on lit le livre, finalement, on se rend compte de beaucoup de choses, puisque quand elle va auprès du prince, le prince ne parle pas avec elle, mais va la grimer en homme. Donc cette idée en fait de l'ambiguïté, elle était déjà présente dans le texte. Il parle de demi-féminité, il parle de sa sensibilité extrême, il parle... Je me pose la question si Andersen, en vérité, c'était pas qu'il était presque transgenre, c'est-à-dire qu'il était né dans le mauvais corps. C'est pour ça que j'ai voulu que le personnage, quand j'ai commencé à le travailler autour de la Petite Sirène, ce soit un personnage ambigu aussi, qui n'ait pas un sexe défini, qui soit fluide. Ça peut être un homme, une femme, de toutes les façons, c'est un être différent, c'est une sirène. La coiffure, j'ai fait vraiment la coiffure d'Andersen pour que l'identification à la sirène elle soit encore plus forte. Bon, ça va. Elle est ambiguë. C'est pas... En 1956, voici ce que peuvent voir les Français à la télévision. Une star, Maurice Chevalier, dans un numéro d'imitation en hommage à Félix Mayol, chanteur d'avant-guerre. Mayol était, enfin particulièrement, était très distingué, n'est-ce pas? Très distingué. Énormément distingué, n'est-ce pas? Alors, distinguer, j'adore le mot parce que c'est... Alors ça, c'est aussi... Voilà, c'est des mots piégés, cryptés. Distinguer, ça veut dire pédé, quoi. Voilà, ça veut dire homo, voilà, ça veut dire ça, distinguer. Mais
il sait de quoi il parle, puisque donc lui, il en a croqué quand il était jeune, et puis il a plein de copains chanteurs dont il sait que... Viens, 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 ce soir je t'emmène où? À la cabane bambou. Il y a quand même là une forme de caricature à l'extrême qui va finalement confondre l'homosexualité et cette sexualité singulière avec la folle attitude. Donc évidemment c'est assez consternant, mais ça traduit bien l'état des mœurs de l'époque et de cette France des années 50, corsetée, réactionnaire, de droite. Les hommes ont perdu la guerre, mais du fait qu'ils ont gagné la libération, il y a un retour des valeurs viriles. On vit aussi sous les réglementations du régime de Vichy qui criminalise l'homosexualité et la stigmatise. Il ne faut jamais oublier quand même que les homosexuels ont été déportés, qu'ils ont porté l'étoile rose. Après la guerre, il y a vraiment un retour à l'ordre moral total. L'objectif du gouvernement, évidemment, c'est après la guerre de repeupler la France, donc de mettre en valeur le couple hétérosexuel, la natalité, la femme au foyer. La société française ne veut toujours pas voir les homosexuels qui sont voués à la clandestinité. Et dans l'art aussi, le mot d'ordre est dissimulation. Je suis pas sûr que beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes avaient l'idée de se lancer dans ce type de sujet très frontalement. Après, il y a sans doute aussi, pour un certain nombre de réalisateurs, je pense à Marcel Carné notamment, une volonté aussi de se protéger. Il faut réussir à financer les choses, donc il faut réussir à faire passer les choses un peu en douce, et Carné sera extrêmement fort pour ça. Dans ces années-là, Marcel Carné est un cinéaste très populaire, une référence. Malgré le climat de l'époque, il va injecter dans ses œuvres un soupçon de visibilité homosexuelle. Pas de grands ébats, pas de baisers, pas même de toucher. Mais il va faire ce que peu osaient alors, faire exister des personnages homosexuels. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au début de sa carrière. Lorsqu'il tourne Hôtel du Nord. L'intérêt d'Hôtel du Nord, c'est qu'il montre à la fois un petit peuple parisien fait d'ouvriers, d'employés, et aussi de marginaux qui logent dans cet Hôtel du Nord. Et donc c'est une sorte de microcosme de la société française. C'est dans cet hôtel que vit un personnage inédit d'homosexuel, joué par l'acteur François Perrier. Alors, François Perrier, il a un personnage qui est tout à fait singulier, comme il en existe assez peu d'équivalents à ce moment-là, puisqu'il joue un Adrien, un jeune confiseur qui habite l'Hôtel du Nord et qui est caractérisé dans le scénario comme étant coquet mais pas voyant. C'est justement un personnage qui n'est pas du tout stéréotypé, même s'il fait son petit ménage au vu et au su de tout le monde. Et surtout, c'est un personnage qui est incroyablement intégré au petit monde de l'Hôtel du Nord. En avant ce matin, monsieur Adrien. Je me suis levé à 6 heures pour faire mon ménage à fond. J'ai lavé ma chambre à l'eau de Javel. Vous m'auriez dit ça, monsieur Adrien, je vous aurais donné un coup de main. Merci beaucoup, mais elle est un peu brouillon. J'attends une visite ce soir. Votre bon ami? Non, un camarade. Il est important. D'abord, le personnage, c'est pas une silhouette, c'est pas une figuration. Et rien dans le film dit qu'il est anormal. Non, il est au contraire très normal qu'il y ait, entre guillemets, cet anormal dans le casting, dans la distribution d'un film de Carné. Alors, évidemment, c'est Marcel Carné, dont on apprendra aussi, après-guerre, qu'il est plutôt du côté des hommes que des femmes. Mais c'est assez, c'est assez gonflé, je trouve, pour l'époque. Le film a un énorme succès, en plus. Le producteur était furieux, mais il n'était pas furieux à cause de la scène ou du personnage. C'était tout de même, disons, c'était tout de même un petit peu audacieux à l'époque de montrer ce genre de personnage. Mais il disait, mais à quoi ça sert, ça? Je ne vois pas. Ça sert à rien, disait-il. Pourquoi ce rendez-vous avec le soldat? Ça sert à rien. Mais j'ai pu conserver quand même le rendez-vous avec le soldat. Eh bien, Fernand, j'allais chez toi, justement. Et tu ne m'avais pas reconnu? Je t'ai même pas regardé quand je t'ai vu avec mademoiselle. Oh, je ne veux pas gâcher votre soirée. Oh, mais non, mais non. Si, puis j'osais pas vous le dire, mais j'ai sommeil.
Je vous remercie tout de même pour l'intention. Oh. Si. Vous inquiétez pas pour moi. Il n'y a jamais eu chez Marcel Carné une volonté d'affirmer les choses. Il n'y a jamais eu une volonté militante ou de quelque nature que ce soit. Les choses sont là, elles sont naturelles, elles sont évidentes pour tout le monde. Et c'est ça qui est assez beau d'ailleurs, c'est cette évidence-là, c'est ce naturel-là. Les gens vivent comme ils doivent vivre. Dans ses films suivants, que ce soit Les Enfants du Paradis ou L'air de Paris, Marcel Carné continue d'inclure, l'air de rien, des personnages homosexuels, faisant de la contrainte une force. Ah, mais je suis convaincu que cette obligation subie de la clandestinité a donné du génie à certains artistes. Qu'est-ce qu'il y aurait comme cinéaste le plus explicite de cette époque? C'est Jean Genet. C'est le Chant d'amour, donc c'est une espèce d'hymne. C'est pas un film porno, Chant d'amour. Et c'est beaucoup plus sexy de voir que les types peuvent avoir un rapport sexuel simplement avec de la fumée de cigarette que si on les avait vus niquer dans une cellule. Et de l'obligation du secret peut naître des trouvailles artistiques de premier ordre. Le secret reste d'autant plus d'actualité en 1960, lorsque la loi se durcit. Un député, Paul Mirguet, parvient à faire classer l'homosexualité comme fléau social, au même titre que la prostitution ou l'alcoolisme. Je pense qu'il est inutile d'insister longuement, car vous êtes tous conscients de la gravité de ce fléau qu'est l'homosexualité, fléau contre lequel nous avons le devoir de protéger nos enfants. Les artistes n'ont pourtant pas dit leur dernier mot. Chanson numéro 14, Nous les amoureux, par Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, dans la chanson française de la fin des années 50, c'est un crooner, c'est un lover, c'est un homme qui plaît aux femmes. Un crooner qui remporte en 1961 le concours de l'Eurovision pour le Luxembourg, avec un titre, en apparence tout à fait convenu. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Et quand les gens l'ont écouté à l'époque, n'y ont vu juste qu'une chanson d'amour universel sur des amoureux qui auraient pu peut-être ressembler à un couple un peu maudit, Roméo et Juliette, ces amoureux qui vivent un amour impossible. Et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. Très clairement, Jean-Claude Pascal, en fait, écrit le destin, enfin, raconte le destin d'un couple homosexuel qui est obligé de vivre dans la clandestinité, mais qui affirme dans la chanson que bientôt, le temps sera venu de la visibilité. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que personne n'a rien capté au sens premier de cette chanson. Nous les amoureux, c'est ça? Ouais. Eh ben écoutez, moi personnellement, j'ai pas vu le sous-texte, mais mais j'étais trop jeune peut-être aussi pour chercher un sous-texte. Voici une autre chanson toute nouvelle que je vais avoir la joie de chanter ce soir pour la première fois, et qui a pour titre Le Jardin extraordinaire. Il se passe de tout là-dedans. Sur les plateaux de télévision, une chanson triomphe. Elle est écrite et interprétée par un certain fou chantant. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais, dès la nuit, elles s'en vont danser sur le gazon. Bon, bah là, je crois que c'est tout à fait clair. C'est le jardin des Tuileries où ça drague à mort entre mecs. Alors ça, bon, faut le savoir, quoi. Mais c'est le sous-texte. Il l'a dit après en hurlandais, mais il l'a dit très tard, dans les années 80. Ils m'ont dit, mais vous savez, c'est un jardin extraordinaire. La sexualité des homosexuels garçons, elle se vit où? Elle se vit dans les pissotières, elle se vit dans les jardins publics, et elle se vit dans la clandestinité. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans.
Si on écoute la chanson, on ferme les yeux, on a une autre lecture de la chanson qui est assez affriolante. Parce qu'il y est question de ces statues qui tout d'un coup s'animent et vont, c'est beau dire comme ça, sur le gazon. Il est question aussi de cette lune qui est un peu la métaphore du cul. Mais il est question aussi de ceux qui fréquentent ce jardin extraordinaire à la nuit tombée. Tous ces notables planqués qui, la nuit, se retrouvaient avec les autres classes sociales pour baiser dans ces jardins. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Charles Trenet marque l'histoire de la chanson française avec son swing et ses titres à l'imaginaire poétique. Si le chanteur vit son intimité en toute discrétion, durant l'été 1963, elle va, malgré lui, être révélée au grand jour. Il est souvent accompagné de jeunes hommes. Il a une maison près d'Aix-en-Provence dans laquelle il reçoit, il fait des fêtes. Et un des amis de Charles Trenet va vouloir le faire chanter. Le mec doit avoir 20 ans, quoi. Bon, donc c'est une petite crapule, bon, sans doute sympathique puisque Charles Trenet l'aimait, et qui finit par balancer à la police que Trenet couche avec des jeunes gens. Avec des jeunes garçons qui ont entre 18 et 20 ans, je le rappelle. Sauf qu'à l'époque, la majorité sexuelle est pour les homosexuels à 21 ans. À 50 ans, la vie de Charles Trenet bascule. Il est arrêté dans le sud de la France et poursuivi pour actes impudiques et contre nature. Au palais de justice d'Aix, le procès de Charles Trenet a eu lieu aujourd'hui à huis clos. Le fou chantant tombe sous le coup d'une loi instaurée en 1942 par le régime de Vichy. Cette loi établit une majorité sexuelle à 21 ans pour les homosexuels, alors qu'elle est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels. Le jugement ne sera rendu que le 22 janvier, mais à voir le sourire de Charles Trenet, on a l'impression de connaître déjà le verdict. Mais la suite des événements est tout autre. Charles Trenet est finalement incarcéré à la prison d'Aix-en-Provence durant 1 mois. Dans une biographie romancée, Olivier Charneux revient sur cet épisode douloureux de la vie de l'artiste. Il se trouve qu'on a enfermé un poète. J'ai mené une enquête pour faire face à cette injustice. Il a été condamné pour une loi discriminante. Au cours de ses recherches, l'écrivain retrouve parmi les pièces judiciaires un document inédit, une lettre écrite de la main de Trenet lors de son pourvoi en cassation. Il rappelle les accusations. Je rappelle que j'avais été accusé par un jeune garçon qui travaillait chez moi. Il est à la base de l'affaire. Il a raconté sur mon compte les choses les plus abominables. Il faut savoir en effet que ce garçon, son accusateur, prétendait notamment qu'il m'avait servi de rabatteur. Si l'accusation était vraie, il devait lui-même être condamné pour proxénétisme. L'un des avocats de ce garçon a insisté auprès de la cour pour que son client soit condamné. Il souhaitait retourner en prison dans l'espoir de pouvoir m'y entraîner moi-même. Une histoire rocambolesque qui va faire les choux gras de la presse de l'époque. La presse l'a traîné dans la boue, elle a fait des amalgames, pédophilie, homosexualité. J'ai là une coupure parlant du huis clos pour Charles Trenet. L'homosexualité est de toute façon, en mettant le procès en huis clos, implicitement choquante. On ne peut pas en parler publiquement, c'est sale. La condamnation de Charles Trenet a valeur d'exemple pour toute la France réactionnaire, pour toute la France corsetée, pour toute la France qui veut effectivement démontrer que l'homosexualité est un fléau. Et Charles Trenet aura une réponse assez exemplaire. C'est qu'il aurait pu sortir de la prison de façon un peu clandestine, le soir venu, quand il y a moins de journalistes. Il demande à sortir à l'heure du marché, en pleine lumière. Je pense que cette affaire Trenet de 1963 n'a pas incité les artistes homosexuels à se dévoiler. Bien au contraire, elle a permis une glaciation, une rétraction, puisque tout à chacun avait pu voir les effets négatifs auprès de la carrière de Charles Trenet. « 60 ans plus tard, Eddie de Pretto bouscule la chanson française avec son premier album, Cure,
grâce à une écriture franche, directe, sans tabou. Pour moi, c'était très important de ne pas mentir sur ces sujets-là parce que je les avais jamais entendus auparavant. Et que quand tu grandis et que tu te dis, mais en fait, personne parle de mon histoire, personne parle de ce que je suis, de ce que je suis, comment je suis représenté aujourd'hui, eh ben, tu te dis qu'il faut absolument le faire. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes, tu seras viril, mon kid. C'est vrai que kid, je faisais des cauchemars, je me rappelle juste avant que ça sorte, parce que je m'imaginais être insulté dans tous les sens, parce que j'avais sorti un truc sur la dévirilisation des hommes. Et l'homosexualité et tout ce que ça peut potentiellement représenter. J'avais peur de recevoir des cailloux, ouais, parce qu'on était en 2017 et c'était, on dirait, je parle de l'avant-guerre, mais en tout cas, il y avait, c'était pas aussi évident, quoi. Suzanne, auteure et interprète engagée, a sorti son premier album Toy Toy en 2020. Quand j'avais 15 ans, j'étais pas forcément très à l'aise avec moi-même, notamment avec mon homosexualité que je découvrais. Et j'aurais aimé, je pense, à cette période, qui est peut-être une chanson qui existe. Et donc, Petit gars, je l'ai vraiment écrite dans cette intention-là, pardon, de vouloir que la jeune femme ou le jeune homme qui écoute cette chanson seul dans sa chambre et qui se sent totalement perdu et qui sait pas comment il va affronter tout ça, qu'il se dise qu'il va y arriver, quoi, qu'il est pas seul. Déjà, je trouve que quand on se sent moins seul, on va déjà un petit peu mieux. Je suis pas seulement en train de défendre mon homosexualité, je suis en train de raconter des histoires, mes histoires, qui certes ont été des histoires d'amour avec des hommes, qui ont été des histoires d'amour gays potentiellement, mais ce n'est pas que ça, c'est que comment moi, pendant des années, j'ai pu aller au cinéma, écouter de la musique avec des histoires hétérosexuelles et j'ai pu me reconnaître dans ces histoires-là, et pourquoi pas l'inverse, cette question de normes, pourquoi potentiellement ça serait un problème quand ça serait de l'autre côté. Dans les années 1970, la question homosexuelle devient peu à peu un enjeu de société. Mais 68 n'est pas loin, et à Paris, pour la première fois, les homos descendent dans la rue. Moi, je trouve ça formidable, le militantisme des années 70, parce que c'était la France de Pompidou. Il faut se rappeler ça, c'est-à-dire il y avait des déesses noires, la télé était en noir et blanc, la morale était en noir et blanc, c'est-à-dire il y avait les biens et les pas biens, il y avait les hétéros et les gays ou les lesbiennes. Et dans ce monde en noir et blanc, si ennuyeux, si juridiquement contre nous, il y a eu des gens qui ont eu un courage inouï et aussi, je voudrais dire, une fantaisie inouïe. Le militantisme homosexuel va trouver une résonance dans le combat proche de celui du mouvement de libération de la femme. Ce sont les femmes qui ont accueilli les homosexuels dans leur lutte pour la visibilité. J'ai eu la chance de participer au mouvement de libération des femmes quand j'avais 21 ans. Et ça a été fondamental pour moi parce que j'ai retrouvé des femmes qui étaient insolentes, qui avaient peur de rien, qui ont vraiment introduit une rupture historique. C'était extraordinaire d'ailleurs, c'était exaltant comme époque. Hein. La société change et la visibilité homosexuelle évolue. Certaines figures médiatiques ont une manière bien à elles de s'en saisir. L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme ou, comme certains le prétendent, plus simplement un état de grâce? Peut-on, doit-on soigner l'homosexualité? Les années 70 sont des années où les homosexuels sont regardés comme les quelques figures emblématiques que la télévision
a développé depuis les années 50. Alors Fernandel, Jacques Chazot, le danseur évidemment Folas intersidéral. Écoutez, par curiosité, l'autre jour, j'ai pris le RER. Alors, superbe. Mais vous aviez pu réserver un mais wagon? pas du tout, j'ai demandé où était le chef de rayon, j'allais dire. C'est vrai que c'est rageant quand on est ado de voir que l'image officielle de l'homosexualité, c'est Jacques Chazot à la télévision dans l'émission de Philippe Bouvard. Au secours. Donc, c'est la folle de service. Il faut faire de la monnaie, alors il faut mettre le billet dans un truc, on vous renvoie des pions, ça revient, ça sort. J'avais l'air d'une idiote de village. Et s'identifier à ça, je vous avouerai, quand on a 14-15 ans et qu'on sait déjà de quel bord on est, c'est pas très encourageant. Et puis, la cage aux folles. Imaginez quand vous avez mon âge, dans les années 70, c'est-à-dire préadolescent. Donc vous regardez ça, parce que c'est drôle. On peut pas dire c'est pas drôle, hein, la cage aux folles. C'est quand même c'est une performance d'acteur et c'est super drôle. Mais vous vous dites, quand vous êtes sur le canapé avec vos parents et que vous regardez la scène de la biscotte, Je n'y arriverai. vous faites gaffe. Vous vous dites, bah, putain, j'ai intérêt à faire gaffe quand je bouffe. Est-ce que voilà. Est-ce que c'est ça l'image que je vais renvoyer le jour où je vais oser dire à mes parents que je suis pédé? Moi, je crois que l'important, c'est d'exister à l'écran. Quelles que soient les représentations, quels que soient les modes d'existence. Le fait même que l'existence soit actée, c'est déjà un grand pas. Après, ça permet d'avancer par la suite. Ça permet par la suite de proposer d'autres visions, d'autres regards, d'autres personnages, d'autres types de personnages. Il faut déjà être là. Et être là pour les homosexuels, dans toutes les cinématographies du monde, quelle que soit l'époque, ça passe toujours au départ par la comédie. C'est systématique. Mais ce n'est pas en France que les jeunes homosexuels vont puiser leur nouveau modèle. Moi, j'ai toujours adoré, en vrai, photographier des garçons. C'était déjà un plaisir de les observer, de les faire tourner, de les manipuler. Et après, de faire un dessin où on essayait de les idéaliser encore plus. Voilà le dessin original d'après Le jeune homme au bord de la mer de Flandrin, qui est au musée du Louvre et qui est ici revu dans une version californienne. Et le modèle, c'est Gilles, de Pierre et Gilles, qui faisait beaucoup de muscu à l'époque et qui était magnifique. La jeunesse des années 70 se tourne vers les artistes anglais et américains, porteurs de liberté, de fantasmes et de créativité. Philippe Morillon, artiste, illustrateur et photographe, est un des premiers à capter l'air du temps. Il est alors âgé d'une vingtaine d'années. Je faisais des dessins surtout pour la publicité et pour les journaux dans un style que j'ai un peu inventé à l'époque. J'utilise une technique, on va dire, inspirée avec le pop art et les choses qui sont aussi à la mode à l'époque, l'hyperréalisme, c'est-à-dire des dessins avec des couleurs très vives mais très détaillées, très figées, où on représente tous les détails de la vie américaine en l'occurrence, mais moi je travaille plutôt sur la vie française, et donc cette espèce de mélange, c'est ça qu'on propose aux agences de publicité. Ça marche très très bien. J'ai été tout à fait séduit par l'univers de David Hockney, le thème des garçons dans la piscine, les flaques d'eau qui jaillissent, les villas modernistes à l'ombre de palmiers ou de cactus, se découpant sur un ciel bleu. Heureusement qu'il y avait d'autres figures qui nous ont fait respirer, qui nous ont quand même fait dire on peut être différent et on peut être, par l'expression artistique, on peut raconter une autre vision de l'homosexualité. David Bowie, depuis l'Angleterre, bouleverse les codes artistiques autant que les mentalités. Dès 1972, il annonce publiquement sa bisexualité. Bowie. Alors, Bowie Changes. Le titre, Changes. Sur la pochette du disque, que vois-je? Ben, plutôt une femme qu'un homme. Il a les cheveux jusque-là, il a un costume mixte, on va dire, pantalon, chemise qui pourrait être un chemisier. Donc j'ai dit, putain, ce mec est génial.
David Bowie est excentrique, et puis c'était la mode. Moi, quand j'ai un petit peu commencé à sortir, on se mettait du bleu aux yeux. J'ai des photos de moi avec un collier et puis une veste léopard, les cheveux avec de la gomina, du noir aux yeux. C'était le style glamour. Et oui, c'était tout à fait normal de sortir maquillé. Tout d'un coup, c'est la question du genre, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui arrive. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, effectivement, il y a la sexualité qu'on a, mais il y a aussi le genre qu'on revendique. Et ça, Bowie a été le premier, par ses transformations successives, à mettre le questionnement du genre au centre de ses préoccupations qui sont celles de tout être humain, de l'identité. Et Juvet, en l'adaptant de façon parfois réussie, de façon parfois moins réussie, fait bouger aussi un peu les lignes. Vous connaissez Patrick Juvet, naturellement? Pas encore. Montrez-vous. Ah, vous connaissez pas Bonsoir, Patrick Juvet. monsieur. Mais alors là, je vais vous poser une question. Entre hommes, il y a quelque chose quand même qui me gêne, si vous voulez, dans cette mode unisexe. Je pense à d'autres qui n'ont pas la libye artistique que vous possédez et qui seraient tentés de faire la même chose, parce que c'est ce que vous souhaitez, hein? C'est que tous les hommes se maquillent comme ça. Non, je pense que si je démarre Enfin, je démarre rien du tout. C'est-à-dire que le maquillage se faisait déjà bien avant que je sois né. Oui, non, même pour les hommes. Les hommes se maquillent peu. À l'époque, oui. Sous Oui. Louis XIV, Non, mais je veux dire, oui, sous Louis XIV, bien sûr, mais enfin... Parce qu'ils étaient beaucoup plus libérés qu'aujourd'hui. Ah, c'est parce que nous ne sommes... Vous allez nous libérer avec vos petites aigrettes, vos diamants et... Je pense que ça peut être quand même le début d'une certaine libération. Bah oui. Mais il est formidable, Patrick Juvet. Non, mais il est formidable parce qu'il résiste à l'hostilité de Philippe Bouvard, qui commence, vous avez vu dans le document, je vais vous poser une question entre hommes. C'est déjà une malveillance. Parce qu'il sait très bien que ça va faire rire, va dire « Ah bon, c'est ça un homme, c'est Juvet et tout ». Mais je trouve que tout ce qu'il dit est d'abord d'une sincérité incroyable et assez pertinent. C'est incroyable. 73, c'est ça? Ben, il est pas en retard, Patrick Juvet. Formidable. Formidable. Vive Patrick. Le disco, là, moi j'étais ado et ça a été quelque chose d'inouï. On dansait seul. On dansait seul. Moi j'ai le très vif souvenir de danser sur Gloria Gaynor tout seul chez moi. Je me demande d'ailleurs comment ma mère s'est pas rendue compte que j'étais gay avant. Et mon grand-père est arrivé, un de mes grands-pères est arrivé, a dit « Mais comment tu danses seul? Qu'est-ce que c'est que ces manières de danser seul? On danse avec une femme. » Et ça m'a beaucoup frappé. Et on a peut-être un peu oublié ça, mais le disco, c'est la première danse à avoir libéré, mais je pense qu'elle a libéré les hétéros aussi. Tout le monde vous parlera du Palace et de boîtes comme ça. Tout d'un coup, il y avait une grande salle de danse, on pouvait danser torse nu, c'était complètement nouveau. Et il y a eu cette libération-là, qui était une libération au fond de la visibilité. Le Palace ouvre en 1978 et révolutionne le monde de la nuit. Enfin, les barrières tombent. On se montre sans complexe. À l'époque, Philippe Morillon sort au Palace avec un appareil photo au fond de sa poche. Il parvient à saisir l'exaltation de ces soirées. Je réplique une attitude classique, c'est Warhol qui faisait ça. Il avait toujours sur lui un petit appareil photo, il faisait des photos souvenirs. Donc voilà, je fais la même chose que le maître, et puis tout le monde est content. Et personne ne fait ça à l'époque. Oui, alors j'aime bien cette photo qui représente un jeune homme ébloui comme ça, qui danse à moitié nu avec un autre homme dont la main poilue se promène sur son torse, lui-même un jean un peu entrouvert, taché, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont fait avant, peut-être ils sont allés faire un tour au premier étage où ils ont fait des conneries, et, en tout cas il est très excité, il est très beau, et il est en sueur, et oui c'est une tranche de vie, oui c'est magnifique. C'était la démocratisation de la vie nocturne. Donc il y a un mélange qui se fait. Les hétéros sont très contents de découvrir les gays et de voir comment ils s'habillent, de les copier. Non, ça se passe très bien, oui, oui. Et ça donne de la visibilité, effectivement. Une sorte de parenthèse qui était très brillante, très amusante.
Dans ces fêtes disco parisiennes, deux garçons alors âgés de 23 et 26 ans vont se rencontrer pour ne plus jamais se quitter. Les artistes, Pierre et Gilles. Et souvent le soir, après être sorti au palace, tout ça, on allait dans les appareils photomatons parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Et c'était pour avoir une photo tout de suite, c'était les photomatons. Ben là, on est tous les deux. Là, on prend du popper. Là aussi. On faisait tout dans les photomatons. Ça rappelle, c'est plein de petits souvenirs, mais il faut vraiment les regarder de près et tout ça. Et nous, ça nous raconte toute notre vie, notre transformation et tout ça. Et ça a quand même été une base de notre inspiration. Hein. On habitait dans un tout petit studio, donc on faisait plus ou moins des portraits. Et d'une façon un peu pop, comme ça, très colorée. On avait photographié Iggy Pop d'une façon aussi comme ça. Très pop, c'est le cas de le dire. Et non, c'était que des bons souvenirs, parce qu'on photographiait des gens connus hein, dès le début. Hein. Tu avais fait le portrait de Dali, de Mick Jagger, de Warhol, de plein de gens comme ça. Donc c'était des rencontres extraordinaires. On était un peu décalés parce que c'était un peu l'époque punk. C'était un monde plutôt... Le punk, c'était plutôt des images noires et blancs, plus contrastées, plus dures. Nous, on est plutôt partis dans ce côté-là, très, très coloré, très imagerie populaire. Pierre prend les photos et Gilles les retouche à la peinture. Du portrait, le duo glisse peu à peu vers la fantaisie homo-érotique. Leurs compositions se font plus sophistiquées et subversive. Moi, j'adorais aller au Louvre avec mes parents et il y avait beaucoup de corps nus et les sculptures aussi, l'art grec, romain, me marquaient beaucoup et mon père aimait beaucoup ça. Alors on regardait. Et c'est après on a connu des modèles qui avaient des corps qui se prêtaient à faire ces images. On a fait, par exemple, Oreste, Mercure, tous ces grands thèmes. Mais c'est des références vraiment à la sculpture ou à la peinture ancienne et tout classique. Pierre et Gilles vont être très importants, en premier lieu pour la communauté homosexuelle. D'avoir une représentation un peu fantasmée et sexuelle de l'homosexualité, parce qu'on y voit des queues, on y voit des sexes masculins, mais avec cette espèce de volonté de magnifier, de poétiser comme ça le corps. La photo des petits jardiniers, c'est un petit côté poulbeau comme ça, le garçon qui fait pipi. C'était une des premières photos où on montrait un sexe frontalement, hein, c'était le début. C'est un garçon qui voulait poser pour nous et c'est un garçon qui posait dans les magazines nus et tout ça. Donc on s'est dit on va faire un nu avec lui. Et on a fait il venait de la campagne, alors on a fait ce décor de campagne un peu sur mesure et tout. Et le côté qui fait pipi, ça s'est improvisé en fin de compte. C'est improvisé. Ça s'est improvisé. Tout d'un coup, dans les fleurs, on s'est dit et si tu faisais pipi? Je trouve que Pierre et Gilles ont eu ce grand talent et peut-être même ce génie de nous faire voir et accepter des images qui n'étaient jusque-là pas montrées ou pas même suggérées. Et quand il y avait des corps nus, mettons dans les sculptures de Michel-Ange, artiste gay, Michel-Ange faisait des petits zizis qui voulait dire le zizi n'existe pas. Avec aussi beaucoup d'ironie et de fantaisie, car il y a une part d'ironie, un second degré dans les photos de Pierre et Gilles, ils ont fait admettre à un grand public une certaine image du sexe masculin qui n'était pas montrée avant. Pour se faire entendre, pour exister, il faut une bonne dose de courage. Au cours des années 70, certains homosexuels décident de se dévoiler au grand jour. C'est ce qu'on appelle sortir du placard, le coming out. Peu d'entre eux, cependant, ont eu le même destin que Dominique Fernandez, qui évoque à l'époque son homosexualité par le biais d'un roman, L'Étoile rose. En 2007, 30 ans plus tard,
il est élu à l'Académie française. Je suis le premier académicien qui a été élu étant un homosexuel déclaré. Tout le monde le savait. Et il y a eu beaucoup de résistance. Les deux candidats, il y avait Madame Assad Djebar, algérienne, et moi. Et il y a un des académiciens a dit, on a le choix entre la bougnoule et le PD. Sikh. Vous voyez le niveau de langage de ces messieurs, de certains de ces messieurs. J'ai tellement souffert jeune, de 12 à 30 ans, je peux dire que ça m'a marqué à vivre. C'était une souffrance, puis une cause que j'ai défendue, puis un désir d'aider aux autres gays moins favorisés que moi, qui n'avaient pas l'arme de la plume. Mais donc ça, je crois que je suis devenu écrivain surtout à cause de ça. Enfin, en partie très importante à cause de ça. Dominique Fernandez est alors écrivain et professeur d'université. À la sortie de l'Étoile Rose, il n'hésite pas à s'exprimer à la télévision. J'appartiens à cette génération chez qui le souvenir des camps d'extermination nazis était encore très vif. Les nazis épinglaient une étoile rose sur la poitrine des homosexuels, ce qui les désignait pour le four crématoire. Il y en a eu plusieurs centaines de milliers d'exterminés ainsi. Et longtemps après, 20 ans après-guerre, et jusqu'à une époque récente, il y avait une atmosphère atroce qui pesait sur le phénomène homosexuel, c'est-à-dire qu'on vivait dans la honte. Et c'était la culpabilité avec tout ce que ça entraîne de névrose, de drame personnel, de sentiments d'échec et d'horreur. C'était vraiment la pure horreur. Ben oui, c'est ça, quoi. C'était la honte. C'était le royaume de la honte. Et tous mes camarades aussi, j'étais pas le seul. On a l'impression de pas être s'il fallait être, quoi, d'être en marge, d'être marginalisé et maudit en quelque sorte. C'était très, très... D'ailleurs, j'ai eu des camarades qui se sont suicidés, vous savez, c'était... Et vous savez comment ça s'appelle, l'Organisme mondial de la santé classé l'homosexualité comme maladie mentale. Maladie mentale. Ça a été aboli en 1993 seulement. Maladie mentale, c'est des malades. Des malades qui avaient attrapé ça. Ils n'avaient pas eu de chance, les pauvres. Et il fallait les guérir. À l'époque, ma mère vieillissait, j'avais jamais pu lui dire que j'étais homosexuel. Elle ne le savait pas, parce que elle était puritaine, très rigide. Et pour elle, ça aurait été, une catastrophe, enfin. Donc, mais je voulais pas qu'elle meure avant de savoir qui était son fils. Donc, c'est une sorte de lettre que je lui ai adressée, au lieu de lui parler, comme je le ferai aujourd'hui, sans doute. J'ai écrit 400 pages pour qu'elle comprenne, et elle a très bien pris, finalement. Ça nous a rapprochés. Le roman de Dominique Fernandez aura une influence considérable sur son époque. L'art, encore une fois, montre la voie. Le coming out était l'expression de l'expulsion d'une douleur. Voilà. Et là, ça existe parce que la douleur existe. Moi, j'ai jamais fait de coming out à proprement parler. Je veux dire, j'écrivais ce que j'avais écrit et j'avais pas à dire je suis ça, comme s'il y avait une culpabilité à expulser ou un aveu à faire. On ne devrait pas sortir du placard parce qu'il ne devrait plus y avoir de placard. Et là, c'est évidemment, je parle là d'un monde idéal. Je voulais faire une œuvre littéraire parce que, je vous dis, moi, je suis pas un militant, il ferait un essai, un manifeste, une proclamation. Moi, c'était sous forme de roman. Depuis le XVIIIe siècle, surtout, c'est toujours la littérature qui a fait avancer le progrès dans les mœurs aussi. 1980, vous avez deux événements qui sont très importants dans la visibilité des lesbiennes. Marguerite Yourcenar rentre à l'Académie française et Jocelyne François a le prix Femina pour Juno Espagna. C'est la première fois qu'une lesbienne, c'est-à-dire une femme écrivaine, une écrivaine qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes qui a failli être empêchée par la famille, elle obtient le prix Femina. Mais ça, c'est le résultat de 10 ans de coming out. Vous voyez ?
Quand j'ai commencé à écrire mes chansons et que j'ai compris qu'il commençait à y avoir un peu des caméras autour de moi, des gens qui me posent des questions, je me suis dit, est-ce que je dois cacher ça? Où je le mets? Est-ce que je dois juste ne pas en parler pour pas qu'on m'en parle? Sachant que j'écris des chansons sur ça, enfin, c'est toujours un peu... Et en même temps, j'avais pas envie de dire bonjour, avant de dire mon prénom, je suis lesbienne. Je trouve ça quand même très particulier, quoi. Je veux dire, les autres gens, on leur demande pas. Elle a le nom d'une poupée russe, de grains de beauté posée par là. Je l'ai rencontrée à l'arrêt de bus à Anouchka. Elle est plus belle qu'Angelina, jolie, mais pas que ça. Elle a un truc en plus à Anouchka. Je crois que j'avais très peur d'écrire une chanson d'amour à une femme, en fait, l'adresser directement à une femme, parce que j'ai toujours été habituée à entendre des chansons en il pour elle ou elle pour il, mais pas elle pour elle ou il pour il. Donc au moment où j'ai écrit Anouchka, notamment, ça a été vraiment une libération, au final, pour moi aussi. J'adorerais que le coming out soit plus obligatoire, c'est-à-dire que on ne questionne plus les gens sur pourquoi tu fais ton coming out, pourquoi tu annonces que tu es gay alors que personne annonce qu'il est hétérosexuel, par exemple. Mais c'est une question de masse et de minorité. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où on peut juste vivre sa sexualité. Il y a quelque chose dans le coming out qui aussi apaise, aide dans l'identification de ce que l'on est socialement, dans notre identité. Et je pense que ça fait avancer notre processus personnel de dire, en fait, je suis gay, il va falloir que ça passe et que ça soit OK. Parce que je vais pas me mentir sur quoi que ce soit. Mais mon rêve ultime, ce serait que on n'ait plus besoin de l'annoncer et qu'en fait, qu'on baise avec des garçons ou des filles, ça soit pas un sujet. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Sa victoire est accueillie avec beaucoup d'espoir par la communauté homosexuelle. Mitterrand pense qu'il faut mettre fin à la fois à la discrimination, à la stigmatisation, à la différenciation finalement. Bon, ça y est, on vous fout la paix, les flics vous emmerderont plus, il n'y aura plus la brigade des squares et jardins. C'est des mecs qui venaient castagner les PD qui draguaient la nuit, hein. Donc voilà, c'est très sympa. Et là, on nous dit c'est fini. Donc joie, bonheur, félicité. C'est le paradis, c'est l'Éden, c'est la grande respiration. On vit. On vit avec, en plus, des clubs qui ouvrent et qui ont pignon sur rue, et surtout des bars. C'est l'arrivée du Marais. Tout d'un coup, on peut aller boire une bière, être sur le trottoir avec que des mecs ou que des filles. Dans cet élan de fierté, filles et garçons s'autorisent enfin à vivre leur homosexualité au grand jour. La première Gay Pride, je ne sais même pas si on l'appelait Gay Pride, j'y étais. Nous étions 10 000. Je peux vous dire qu'on était heureux, qu'on avait les larmes aux yeux de savoir qu'on était 10 000 dans les rues de Paris, mais qu'on se faisait siffler et caillasser en même temps qu'on se faisait applaudir. En août 1982, le délit d'homosexualité est enfin abrogé, et avec lui, les discriminations et la répression. L'Assemblée sait d'ailleurs quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations. La culture gay s'exprime désormais librement. Le magazine Gay-Pied se vend chaque semaine à des milliers d'exemplaires. Et sur la bande FM, la première radio entièrement dédiée aux homosexuels voit le jour.
Salut les PD! Au milieu de cet Éden, une radio qui émettait 24 heures sur 24, avec des programmes qui allaient de la musique classique à la politique, à la culture des médias, en passant par des émissions de cul et des émissions d'écoute. Fréquence Gay, qui est une radio d'humeur, d'amour et d'humour, on ne le dira pas assez, qui est là pour défendre le droit et la liberté des homosexuels. Cette radio, elle a fait figure de vecteur de libération pour énormément de jeunes générations. Après l'euphorie, une tragédie s'annonce à pas de velours. Dès 1982, des informations venues des États-Unis annoncent l'existence d'une maladie qui ne toucherait que les homosexuels. Vraiment, première réaction, c'est presque de sourire, quoi, en disant non mais ça va pas, la tête. Et puis les choses avançant et s'aggravant. Par exemple, moi je suis dans un journal Libération qui titre Le cancer gay. C'est un drôle de titre. Très drôle de titre. Moi qui me fous mal à l'aise, qui fout un sac pas possible à l'intérieur de la rédaction de Libération. On est en 83-84. Les gens disent mais ça va pas, le cancer gay. Vous voyez à quel point ça restigmatise les homosexuels. Enfin. Je dînais avec Michel Foucault, qui je lui ai dit, et qui s'est tordu de rire, quoi. Oui. Il m'a dit, écoute, un cancer d'homosexuel, ça serait trop beau pour être vrai, quoi. Ouais. Oui, ça paraissait un peu... Bah, moi, oui, je sais pas. Ouais. Ça me semblait un peu saugrenu. Et pourtant, cette maladie s'appelle le sida et s'apparente à une grande faucheuse. En 1990, l'écrivain Hervé Guibert en parle sans détour dans une grande émission populaire. Pour tous les Français présents devant leur poste, c'est un choc. À la force des choses, je me rapprochais beaucoup de la mort. Et bon, c'est aussi une expérience. C'est une expérience difficile, mais c'est aussi une expérience, je le dis dans le livre, de même que le sida attaque le corps, qu'il ratatine, qu'il l'agresse, mais il a aussi un effet sur la conscience, forcément. Il a un effet dans le meilleur des cas, d'épanouissement. Enfin, c'est un bond en avant. J'ai l'impression qu'il y a une progression de la conscience comme ça. Hervé Guibert meurt 1 an plus tard. Ses derniers livres ont documenté la tragédie des malades du sida. Et il y parvient par l'autofiction, un genre dont il est devenu maître. Ce que je trouve de très intéressant dans Guibert, c'est qu'il a l'air de faire du minuscule, et en réalité, il dit autre chose que du minuscule. En sculptant ces petites fleurs de style comme ça, très ouvragées, il écrivait très bien le français, en fait, il veut dire autre chose, et ces petites orchidées d'acier sont parfois des bombes de sarcasme, de moquerie, et pour le coup, de véritables pieds de nez aux conventions. Il est également auteur d'une œuvre photographique reconnue et régulièrement exposée. La galeriste Agathe Gaillard, qui était son amie, l'a longtemps représentée. C'était le premier vernissage sérieux d'Hervé Guibert. On peut voir sur la photo qu'il est extrêmement heureux. Au centre de la galerie, il est chez lui. Et moi, en galeriste, je suis à côté de lui, mais légèrement en retrait. Je suis un peu gêné par l'image qui reste de lui, d'un homosexuel qui est mort du sida. Parce que c'est pas celui que j'ai connu. Moi, j'ai connu un garçon brillant, charmant, avec qui on s'amusait. Et pour moi, il reste l'image de la jeunesse brillante. Parce qu'il n'a pas fait que mourir du sida dans sa vie. Il a fait aussi, pendant 15 ans, quand même plus de 20 livres, des tas d'articles, toutes ses photos, quelques films, quelques scénarios. Enfin, il a énormément travaillé. La photo a l'air d'une chose banale, et puis il y a énormément de sens caché. Et ce que j'aime dans les photos, c'est quand ça décrypte la réalité. J'aime toutes les choses secrètes qui y sont. Et il y a énormément de secrets cachés dans les photos d'Hervé. Alors cette photo, pour moi, c'est la plus érotique de toute l'œuvre d'Hervé Guibert. Elle s'appelle La Sacristie. Et donc ce que je trouve très beau, c'est à travers ce voile,
la présence de ce bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, c'est-à-dire on imagine la beauté, la vigueur, l'énergie des fleurs. Et c'est quand même, c'est voilé, on n'y a pas vraiment accès. Et je me mets un peu dans la tête d'Hervé. Et moi, j'y vois un sexe d'homme. Et ça exprime aussi toute la beauté et la vigueur qu'on peut trouver dans un sexe d'homme en bon état. L'homosexualité affleure par touche dans l'œuvre d'Hervé Guibert, qu'il exprime son désir, ses passions ou sa déchéance. Son destin tragique va provoquer une incroyable ferveur et une prise de conscience nécessaire. Alors, il y a effectivement l'autofiction d'Hervé Guibert bouleversante qui met la maladie à nu. Donc c'est proprement impressionnant, je pense, pour la majorité de la population. Ça l'est un peu moins pour moi, qui suis confronté toutes les semaines. Quand je vais voir mes amis qui sont en train de tomber, parce qu'ils tombent, ils ne sont pas malades, ils tombent dans l'indifférence, avec des familles qui ne sont plus là, parce que beaucoup n'ont pas fait encore leur coming out. Donc c'est extrêmement difficile pour beaucoup, à la fois de faire dans un même propos son coming out et l'aveu de sa maladie. Ça a été catastrophique dans le sens où pour moi ça a été comme la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, il y a beaucoup de jeunes écrivains qui sont morts au front et une grande quantité. Eh bien, le sida, ça a été pareil. Ça a été des jeunes artistes, des jeunes écrivains en particulier, qui ont été décimés entre l'âge de 25 et 40 ans et qui auraient pu créer une œuvre. Là, ils nous laissent des fragments d'œuvres. Il n'y a pas beaucoup de films français qui sont produits pendant ces années SIDA qui parlent du sida directement. Il y en a quelques-uns, évidemment. Il y a notamment Les Nuits Fauves de Cyril Collard. En 1992, Cyril Collard sort Les Nuits Fauves, qui raconte sa propre histoire, celle d'un bisexuel séropositif qui vit une passion amoureuse. C'est pas un film sur le sida, la séropositivité intervient un peu comme ça, comme quelque chose qui transforme le personnage. Au début, il est égocentrique, il est fermé sur lui-même, et puis cette menace comme ça qui pèse sur lui, en même temps que l'histoire passionnelle avec Laura, font que ce personnage s'améliore, quoi. Finalement, il s'ouvre au monde, il s'ouvre aux autres, et puis il arrive à dire je t'aime. Le film devient un phénomène. 3 millions de spectateurs se déplacent en salle. J'ai beaucoup de réticences sur le film et de la façon dont il parle de la maladie, de la façon dont on l'attrape, de la façon dont on vit avec, de une sorte de romantisation de la mort. Mais il n'empêche qu'il est quand même représentatif de cette urgence pour un certain nombre de cinéastes à représenter ce qui est en train de leur arriver. Il y a eu beaucoup de polémiques autour du film. Oui, il baisse sans capote, etc. Voilà, il contamine des gens, machin, truc bidule. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est au pied du mur, au pied de la mort. Eh ben, j'y vais. J'y vais, je fais un film, je me démène, je trouve des acteurs, je joue dedans. C'est un film magnifique, unique, désespérant, désespéré. La conclusion, c'est qu'il est mort. Quand il va recevoir tous les Césars de la Terre, Cyril Collard, il est mort. Donc, ça va vite. Et en même temps, moi, je suis toujours aujourd'hui bouleversé par son courage, quoi. Pendant les années du sida, les couples homosexuels n'étaient pas reconnus, et donc quand un des deux mourait, l'autre perdait tout. Le Pacs et le mariage pour tous sont des résultantes des années sida. Des résultantes de la, mauvaise conscience de la société à un moment donné face aux homosexuels et aux tragédies qu'ils ont vécues. La loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels est adoptée en France en avril 2013.
Libé nous avait demandé de faire un numéro spécial et on a proposé cette photo pour faire la couverture. C'est sorti en fait pile le jour où la loi a été promulguée. Et c'était pas prévu à l'avance, c'est tout, et ça pouvait pas tomber mieux. Et on l'a fait d'une façon humoristique, hein. On s'est mis une perruque sur la tête. Les gens ils croyaient que c'était une photo ancienne, parce qu'ils savent qu'on n'a plus de cheveux. On l'a fait très théâtre de boulevard, un peu grotesque, avec la photo de Hollande au-dessus. C'était tellement tendu l'ambiance qu'on avait envie de faire un truc drôle. Parce que cette loi, elle a été un peu dure à avaler, un peu dure à passer. Le mariage pour tous a été une période extrêmement violente pour les gays, lesbiennes, bi, pour la communauté LGBT. Parce qu'il faut savoir que voilà, ça a été vraiment pendant 8 mois un déferlement de messages haineux. Et tous ces groupes qui en fait étaient totalement homophobes et du coup qui proféraient des paroles qui étaient condamnables par la loi. J'étais là, mais ces gens manifestent vraiment contre l'idée potentiellement d'avoir plus de droits pour les LGBT. Et c'était vraiment, enfin, j'ai vraiment reçu ça comme une offense, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de très, très puissant et c'était physique, c'était vraiment une douleur physique. Quand il se passe des choses comme ça dans la société, en musique, en art, il se passe aussi des choses, quoi. Il y a des réponses à ça, il y a des échos. On a quand même un peu les cartes en main pour prendre un petit peu le pouvoir sur la représentation. Justement, encore plus d'images, encore plus de chansons qui traitent de ça, des livres qu'on s'y retrouve, quoi, de plus en plus, quoi, qui est du contenu. Face à l'homophobie, les artistes ripostent et créent des œuvres en forme de réponse à ce flot de haine. J'ai décidé de raconter une histoire qui se passe pendant les manifs pour et contre le mariage, parce que je trouve que c'est un moment qui a été un moment de cristallisation dans la société française et probablement on en subit encore les conséquences. On me traitait de romancier LGBT, ce qui ne veut rien dire et que je ne suis pas. Et puis surtout, ça a été extrêmement violent. J'ai reçu des menaces de mort, on va te faire la peau avec des injures, etc. Tout ça étant évidemment anonyme. Donc là, ça veut dire que ce roman-ci touchait quelque chose de très fantasmatique chez les gens et qui réagissait de manière impulsive, violente, enfin, c'était insensé. Quand je me suis mis en couple avec une femme qui va en plus être ma productrice et avec laquelle on va travailler sur La Belle Saison. On s'est posé la question de ce qu'on avait traversé, de ce qu'on traversait. Donc c'était vraiment le débat pour le mariage pour les homosexuels. C'était cette période aussi, j'allais dire aussi, où la société française était coupée en deux, où c'était extrêmement difficile. On se disait qu'on avait quelque chose à raconter aujourd'hui sur l'homosexualité. Quand on choisit sur l'affiche de mettre ces deux femmes qui s'embrassent dans la verdure, que je trouvais une affiche très, très, très évocatrice, mais évocatrice justement d'un amour qui est gai, qui est ludique, voilà, qui est sensuel, il y avait une accroche comme ça. Je sais qu'en mettant cette affiche-là, je me retire à une grande frange du public qui ne veut pas voir un film d'amour avec deux femmes. Je sentais une grande nécessité qui, moi, me venait depuis des années où j'avais pas réussi à raconter ces histoires-là. Donc pour moi, oui, c'était très, très important, quoi. J'aurais bien aimé avoir 20 ans aujourd'hui parce que les modèles sont multiples. C'est Christine and the Queens qui chante Half Ladies. C'est Suzanne, c'est Pomme, c'est Eddie de Pretto qui chante Kid. Le monde, il est plus comme avant. L'homosexualité ne semble plus une question pour les jeunes artistes. Puiser aujourd'hui dans les figures du passé permet d'interroger le chemin parcouru. En 2020, on a pu voir sur la scène de la Comédie Française l'un des premiers personnages homosexuels de la littérature, créé un siècle plus tôt par Marcel Proust. Je comprenais maintenant pourquoi, tout à l'heure, quand je l'avais vu sortir de chez Madame de Villeparisis, j'avais pu trouver que Monsieur de Charlus avait l'air d'une femme. C'en était une.
Il appartenait à la race de ces êtres moins contradictoires qu'ils n'en ont l'air, dont l'idéal est viril, justement parce que leur tempérament est féminin. Ce personnage d'homosexuel, inédit à l'époque, s'appelle le baron de Charlus. Et il traverse les milliers de pages du chef-d'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu. Le baron de Charlus, c'est partie de ces personnages identifiés comme étant la figure d'un grand personnage puissant, noble et homosexuel. Moi, quand on m'a proposé ce rôle-là et qu'on m'a dit effectivement tu vas jouer Charlus, j'ai relu bien sûr l'œuvre. Et puis alors je me suis enfoncé avec délice dans ses réparties, dans ses façons d'être fâché, parfois sur des broutilles. C'est super à jouer tout ça, c'est de Laurent Barre, quoi. Proust est contraint à la discrétion sur sa propre homosexualité. Et dans son roman, il utilise des mots qui traduisent le climat de l'époque. Race sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu'elle s'est tenue pour punissable et honteux, pour inavouable, son désir, ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre. On lui reproche maintenant le fameux passage où il parle de race maudite, qui est obligé de se cacher à ses parents, etc. Une vision un peu catastrophiste de l'homosexualité, mais c'était le cas à l'époque. On lui reproche une chose qui existait. Il faut se rappeler qu'on est en 1910, 1919, comme ça, ces années-là. Et c'était pas si facile d'en parler. Donc dans ses lettres, il dit à son éditeur, attention, il y aura ce personnage qui a une manière de vivre très étrange, mais je les désapprouve complètement. Il projetait ça pour essayer de se protéger lui-même. La figure de l'homosexuel chez Proust, c'est vécu quand même comme un fardeau. Ce milieu oppressif, cette situation où à un moment donné on ne peut pas être ce qu'on est, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes gens qui sont dans cette situation-là et qui en meurent. Enfin, il y a des suicides de jeunes gens, beaucoup, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont homosexuels et que la pression autour d'eux est trop forte, qu'ils ne peuvent pas le vivre, soit pour des motifs religieux, familiaux, sociaux. Aujourd'hui, on a une société qui se pose des questions par rapport à l'homosexualité, qui tend la main, qui essaye d'être moins normative, pas partout, mais quand même, on a quand même des modèles d'homosexuels qui vivent une vie pleine, riche, accomplie, et qui vivent finalement une vie d'homme ou de femme, ou autre, sans se poser la question de la sexualité. On vit. À l'époque, il fallait survivre. Des modèles inspirés par les artistes. Ces artistes qui aujourd'hui continuent d'écrire cette histoire. Celle d'une homosexualité enfin visible, celle d'une liberté de vivre son désir. Ce n'est pas grave si tu stresses quant à la manière dont tu vas dire à ta mif que tu t'intéresses à des derrières. Ce n'est pas grave si tu penses à sauter ton meilleur ami. Ce n'est pas grave si tu t'avoues que Sabrina n'est plus jolie. Ce n'est pas grave si tu regrettes les 2 doigts que tu t'es mis. Ce n'est pas très grave si tu restes focus sur Jimmy. Car sans le vivre, ça c'est grave. Et ça c'est pire que rester à mentir dans le sort qu'on se nie tout bas.